tous et à toutes, bienvenue ce soir pour le deuxième webinaire consécutif du CAPS. Donc CAPS qui est l'abréviation de Centre d'aide à la performance sportive, qui est une ASBL inter-universitaire qui réunit à la fois l'UC Louvain, l'ULB et l'ULG, et qui a donc décidé, pendant la période de confinement, de faire un webinaire consacré aux sciences du sport une fois par semaine. Et la fois dernière, mon collègue Pierre Philippot et moi avions abordé les aspects de la préparation physique et de la préparation mentale des athlètes, et j'avais déjà oublié de cliquer sur un truc la fois dernière, et j'avais oublié d'activer le forum. Et donc, on avait dit posez vos questions, mais les questions n'étaient pas arrivées, et donc on avait invité les participants de la fois dernière à se connecter et à poser leurs questions sur le compte Facebook du CAPS. Nous avons répondu à la plupart des questions parce qu'elles étaient pour la plupart très personnelles. Et il y a juste une question qui, je pense, demande une réponse qui est sans doute d'un intérêt plus général. Il y a un des auditeurs qui nous demandait s'il était intéressant de s'entraîner en apnée. Alors l'entraînement en apnée est effectivement quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le monde du sport, et il faut avoir deux grandes catégories d'entraînement en apnée. Il y a, je dirais, les entraînements d'apnée de courte durée et celles que font vraiment les apnéistes qui ont l'habitude de beaucoup plus longue durée. Donc ce qui se passe durant un entraînement en apnée de courte durée, ce n'est pas tellement qu'on va réduire la disponibilité en oxygène, mais ce que l'on va surtout, c'est augmenter la pression partielle en CO2. Et c'est cette pression partielle en CO2 en fait qui nous donne une furieuse envie de respirer. La nature est bien faite parce que nous avons une très très grande envie de respirer bien avant que nous soyons en déficit d'oxygène. Mais la conséquence de cette accumulation de CO2, c'est que par une loi physiologique qu'on connaît assez bien, qui est la loi dite d'Anderson-Hasselbalch, eh bien le pH va avoir tendance à diminuer. Et donc en fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va induire une acidose, c'est-à-dire on va renforcer l'acidose. C'est ce qui est recherché durant ces entraînements en apnée à relativement court terme, qui sont par exemple beaucoup utilisés chez les nageurs. Les nageurs font des 30 à 50 mètres à haute vitesse sans respirer. Donc c'est une méthode d'entraînement qu'ils connaissent, donc ça dure quelques dizaines de secondes. Ça ne permet pas de diminuer la disponibilité en oxygène. Pour diminuer la disponibilité en oxygène, il faut rester plusieurs minutes sans respirer, et cela en fait ça n'est possible qu'à partir d'un très très long entraînement. Et donc ce sont effectivement des méthodes d'entraînement qui sont classiques, mais qui s'adressent évidemment à des sportifs de haut niveau. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui va commencer à faire ça. Ça s'adapte à des situations qui sont bien particulières, donc autant pour les nageurs c'est assez facile, autant pour un coureur à pied c'est quelque chose de relativement difficile à mettre en œuvre. Voilà, donc j'ai répondu à la question de la fois dernière, et donc nous arrivons maintenant au thème de ce jour. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Rouquette. Donc Olivier Rouquette est, comme son nom l'indique, belge, même s'il vient en fait de terminer sa thèse de doctorat en psychologie du sport en Angleterre. En fait, c'est une co-tutelle, comme on dit, entre une université anglaise et une université française, et il a travaillé sur une thématique ô combien importante dans le monde du sport, c'est-à-dire la place des parents chez les enfants sportifs, et plutôt enfants sportifs de haut niveau. Ce n'est pas de cela dont il va nous parler aujourd'hui, il va plutôt aborder une problématique qui est évidemment bien d'actualité, et qui est de mettre à profit finalement le temps dont nous disposons maintenant pour atteindre nos buts sportifs. Il va présenter pendant à peu près une demi-heure, et donc cette fois-ci, vu que le forum est bien actif, je vous invite à poser vos questions, et donc il répondra à vos questions dans les minutes qui suivent sa présentation. Je lui laisse maintenant la parole. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par directement partager ma présentation. Voilà. J'espère que ça fonctionne. Alors, donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut mettre à profit, quelque part, ce confinement pour accomplir ces objectifs sportifs? Alors, c'est un tout petit peu provocateur, parce qu'on va voir qu'on a toute une série de difficultés ici, afin de pouvoir y arriver. Mais avant ça, je voulais commencer par simplement présenter très rapidement. Donc, effectivement, je suis chercheur et maintenant enseignant à Swansea University, mais je fais aussi partie du CAPS, c'est de la dimension psychologique du CAPS, qu'on appelle le CAPSI entre nous.
parmi les objectifs du CAPSI, on a l'idée de comprendre et d'améliorer le bien-être et la performance des athlètes en général. Et alors, on a toute une série d'activités qui y participent, parmi lesquelles la formation des cadres sportifs. Et donc, on participe à la formation des cadres et à la formation des moniteurs ADEPS, par exemple. On agit en tant que conseil expert à destination des fédérations, des clubs, des entraîneurs et toute une série d'acteurs du monde sportif francophone belge. Et puis, il y a le volet préparation psychologique, donc le travail directement avec les athlètes, mais aussi avec leur staff, et un volet un peu plus clinique, qui est l'intervention psychologique quand les athlètes et ou leur staff ont des soucis. Alors, je vous invite, vous connaissez le site web capsport.be si vous avez besoin des services ou vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de dire, tiens, est-ce qu'on peut réellement mettre à profit ce confinement pour atteindre ces objectifs, quels qu'ils soient? Alors qu'on sait qu'on parle souvent qu'il est important de définir des objectifs simples, concrets, qui sont temporellement définis, mais en fait, ce n'est pas tout de les définir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à les atteindre, à les accomplir? Et donc ici, on avait, on va dire, 3 sous-questions. C'est se demander comment est-ce qu'on peut structurer ces journées afin d'être efficace? Comment est-ce qu'on peut s'organiser, en fait, se réorganiser ou s'adapter aux conditions du moment? Et puis, on va parler de comment est-ce qu'on peut potentiellement améliorer son sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire les croyances qu'on a en soi à s'organiser afin d'atteindre ces objectifs. Alors, c'est très bien de dire tout ça, mais on n'oublie pas qu'aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle. Et quand on parle d'athlètes en général, effectivement, on s'intéresse au domaine athlétique et au développement athlétique des athlètes. Donc ici, c'est la première partie qui est soulignée ici. Donc, c'est un modèle très connu, qui est le modèle holistique de Willeman pour ceux que ça intéresse. C'est vrai que quand on parle des athlètes, on s'intéresse à leur développement et quelque part à leur bien-être athlétique. Mais un athlète, c'est bien plus que simplement le volet athlétique ou le volet sportif. On s'intéresse évidemment au développement et au bien-être psychologique. Et on va voir qu'ici, il peut être potentiellement mis à mal par la situation, mais aussi au niveau psychosocial, donc les relations avec autrui. Et ici, en confinement, on peut avoir quelques petites difficultés, ou en tout cas, le niveau psychosocial peut être perturbé. Donc, les relations habituelles qu'on a avec, si on prend un athlète en développement, avec ses pairs, avec son coach, ses parents, peuvent être potentiellement perturbées. Mais un athlète, c'est pas seulement ça, c'est aussi le volet académique, vocationnel, donc le développement scolaire, le développement académique et ou professionnel, parce qu'on parle souvent de double carrière avec les étudiants qui sont universitaires, mais on a aussi pas mal d'athlètes qui sont semi-professionnels, qui ont une activité et qui pour l'instant peut être mise à mal. Et puis on a un dernier volet ici dans le modèle de Willeman et collègues, c'est le volet financier. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que en fait, tous ces niveaux, tous ces différents niveaux qui composent les athlètes sont mis en difficulté. Et donc, plutôt qu'avoir des transitions qu'on peut appeler des transitions normatives ou non, ou quasi normatives, passer par exemple d'une phase de développement à une phase de maîtrise, aujourd'hui, on arrive à presque tous les niveaux simultanément à des transitions non normatives qui sont brutales, qui ont été non planifiées, et à peu près tout est mis par terre. Donc, on est dans une situation vraiment compliquée. Ça fait que, vous le savez toutes et tous, on a un bouleversement au niveau des objectifs, au niveau de la planification. On ne sait pas forcément quand les compétitions vont reprendre. Alors, on commence à avoir un tout petit peu de clarté là-dessus, mais ça reste assez flou. Donc, on a beaucoup d'incertitudes au niveau sportif, au niveau financier, au niveau du déconfinement, etc., etc. Et puis, en plus de tous ces bouleversements, de toutes ces incertitudes, on a des contraintes comportementales liées au confinement qui font qu'on est à peu près obligé de rester chez soi. Et au-delà de ça, on a une déstructuration des activités usuelles et paradoxalement, au sein de ces contraintes, ne pas bouger, rester chez soi, en fait, beaucoup d'athlètes se retrouvent dans une situation de très grande autonomie, à devoir meubler les journées, à ne pas savoir forcément quoi faire de ces journées. Et on arrive dans une situation où on est aujourd'hui avec ses habitudes, ses routines, ses automaticités, tout ça qui est mis par terre. Alors, la question, c'est, sachant ça, sachant que nous sommes dans une situation qui est compliquée ou du moins inhabituelle, est-ce qu'il est vraiment possible de s'adapter, de se réadapter? Est-ce qu'on peut vraiment définir des nouveaux objectifs? Se mettre au travail peut-être? Est-ce qu'il est possible de travailler de manière autonome?
Et puis, est-ce qu'on peut atteindre ces buts? Et le but, vraiment, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de dire, en fait, techniquement, c'est possible, mais plus que de dire que c'est possible, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre. Parce que c'est pas tout d'avoir des buts, c'est pas tout de se réadapter, de définir des objectifs. Il va falloir mettre en place des stratégies afin d'y arriver. Alors, pour ça, sachant que tous nos automatismes sont KO, qu'on doit retravailler, recommencer, on va devoir repartir presque d'une feuille blanche, on va faire appel à quelque chose qu'on appelle les fonctions exécutives de haut niveau. Alors ici, il va y avoir un tout petit peu de théorie, mais on va essayer de ne pas être trop compliqué. Ces fonctions exécutives de haut niveau, ce sont les capacités de planification, de raisonnement et de résolution de problèmes. Alors, c'est très bien de dire ça, mais ces fonctions exécutives de haut niveau, elles sont en fait alimentées par les fonctions exécutives de base, entre guillemets, et là-dedans, on en a trois principales, la mémoire de travail, le contrôle inhibitoire et la flexibilité cognitive. Alors, pour ça, je vais vous prendre un tout petit exemple quand on parle de mémoire de travail. En gros, la mémoire de travail, ce sont les informations qu'on garde en tête. Alors moi, je vais prendre un exemple tout à fait personnel. Pour l'instant, j'ai dans l'idée de développer mes compétences en allemand et j'espère, pendant ce confinement, prendre un petit peu de temps pour travailler l'allemand. Donc j'ai ça dans un coin de ma tête, ça fait partie de ma mémoire de travail, j'ai envie de progresser en allemand. Et l'idée, c'est que cette mémoire de travail, elle va influencer ce qu'on appelle le contrôle inhibitoire. Alors le contrôle inhibitoire, ou l'autorégulation, si on veut parler d'un petit peu plus large, c'est quoi? C'est simplement, je sais que je veux faire de l'allemand, et à certains moments, plutôt que passer mon temps dans le fauteuil, à scroller sur les médias sociaux ou à profiter de plaisirs immédiats, à certains moments, je vais inhiber ces plaisirs immédiats pour me mettre au travail, un travail qui n'est pas forcément agréable, mais que j'espère à long terme va payer avec mes progrès en allemand. Donc on a cette mémoire de travail, ce petit truc qu'on a dans la tête, qui va nous aider à mettre en place ce contrôle inhibitoire, et les deux vont aussi participer à la flexibilité cognitive. La flexibilité cognitive, c'est être capable de changer de point de vue, de prendre le point de vue d'autrui, mais aussi de changer ses objectifs. Donc on voit qu'ici, on est dans une période où on a dû très probablement changer les objectifs qu'on a. Tout ça, ça participe à nos fonctions exécutives de haut niveau qui vont être très utiles afin d'accomplir nos objectifs. Alors ces fonctions exécutives, j'ai mis ici de manière très synthétisée, on a des points positifs, parce qu'en fait, c'est important pour l'épanouissement, et particulièrement ce qu'on appelle l'épanouissement eudémonique, donc avoir des buts dans la vie, avoir des challenges, avoir du sens. Ça permet d'accomplir ces buts, et ça permet de s'adapter. Le gros souci, la grosse difficulté qu'on va avoir, c'est que c'est une ressource limitée, et que c'est fatigant. Donc ça prend des ressources. Moi, j'utilise souvent l'idée d'une lampe frontale. Au plus on va utiliser ces fonctions exécutives, au plus gros on va mettre la torche, au plus vite on va épuiser ses batteries. L'autre petite difficulté que les fonctions exécutives, c'est qu'on a parlé du fait que la satisfaction est non immédiate. Donc c'est-à-dire si je travaille, si je fais mes leçons d'allemand aujourd'hui, c'est sans doute un petit peu ennuyeux, mais j'espère qu'à long terme, je vais être satisfait et content de moi parce que j'aurai progressé en allemand. Et le troisième, et qui va être ici très important, et il va être important de revenir un tout petit peu les pieds sur terre, c'est que les fonctions exécutives, elles sont très sensibles aux interférences. Le stress, la fatigue, les émotions, les changements brutaux en général vont amoindrir nos capacités de fonction exécutive. Donc ce à quoi on peut s'attendre pour l'instant, c'est à la fois d'avoir énormément besoin des fonctions exécutives pour planifier, replanifier, changer ses objectifs, etc. Mais aussi, il va falloir se rendre compte que si on espère travailler comme on en a l'habitude, beaucoup d'heures par jour, en étant très efficace et très productif, il va peut-être falloir réduire ses ambitions à ce niveau-là, parce que les fonctions exécutives sont sensibles à toute une série de choses, parmi lesquelles le stress, la fatigue, les émotions. Alors, ces fonctions exécutives, elles vont, on l'a dit, on l'espère, nous aider à accomplir nos objectifs, et plus particulièrement à mettre en place ce qu'on appelle des comportements autorégulés. Alors, les comportements autorégulés sont, bon, ici j'ai mis une petite définition, des processus autodirigés et la croyance en soi, qui permettent quelque part de transformer nos habiletés mentales en performances académiques, scolaires, professionnelles, mais aussi sportives. Donc ici, quand on parle de comportement autorégulé, c'est entre autres particulièrement la capacité d'inhibition, mais c'est aussi cette capacité à se mettre au travail, à faire des choses un petit peu ennuyeuses, mais qui, à long terme, vont être, on l'espère, satisfaisantes. Quand on veut mettre en place, et on va arriver sur des choses un peu plus pratiques maintenant, quand on veut mettre en place des comportements autorégulés, on va avoir un modèle ou un cycle d'autorégulation qui est bien connu, qui est le cycle de Zimmermann, avec 3 phases.
une phase de préparation, une phase d'accomplissement des objectifs, et puis on va avoir une phase de réflexion, et cette phase de réflexion va ensuite nourrir de nouveau la phase de préparation en retour. Et on va détailler ça un petit peu maintenant. De nouveau, d'abord au niveau théorique, et puis on va passer à une phase beaucoup plus pratique où on va voir à quoi ça ressemble au jour le jour. Alors, la phase de préparation, il y a deux parties. Donc, il y a l'analyse de la tâche. On va définir des buts. Alors, ce qui est rigolo, c'est que souvent, les buts, on les a quelque part déjà dans un coin de sa tête. Alors, pour ceux qui suivent les cours généraux ADEPS ou les autres qui ont suivi des cours de psychologie du sport, on connaît les différentes typologies de buts. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais on sait qu'on peut avoir des buts de résultats, des buts de performance qui sont autoréférencés et ou des buts de processus. Aujourd'hui, on va plutôt parler des buts de processus, ceux qu'on met en place. Mais les buts, ça ne va pas tout seul. On ne définit pas seulement des buts, on va avoir une planification stratégique. Il va falloir les mettre quelque part dans un calendrier pour que cela puisse fonctionner. Et tout cela est sous-tendu par une série de motivations, croyances, valeurs, parmi lesquelles le sentiment d'efficacité perçue, le sentiment d'auto-efficacité sur lequel je ne vais pas revenir aujourd'hui. Phase de préparation, on prépare ce qu'on va faire. Ensuite, on va avoir une phase d'accomplissement. Ça va être la partie la moins rigolote, c'est-à-dire la partie où on va se mettre au travail. Donc, par exemple, on va se mettre à étudier l'allemand. Par exemple, on va se mettre à faire une session de renforcement musculaire. Et là, on va avoir toute une série de stratégies de contrôle de soi qui vont participer à l'accomplissement. Je reviendrai un tout petit peu en détail là-dessus dans une seconde partie. Et ensuite, nous avons la phase de réflexion qui va être très importante, c'est de savoir, tiens, on a mis en place des choses, on avait des objectifs, on les a accomplis ou pas accomplis, et on va simplement réfléchir là-dessus et revenir en savoir pour essayer de vérifier est-ce qu'on est satisfait, insatisfait, et surtout, très important, quelles sont les adaptations qui vont être nécessaires pour la suite. Donc, on a ce cycle, d'accord, préparation, accomplissement, réflexion, et maintenant, on va simplement voir comment est-ce qu'on peut, dans la vie de tous les jours, le mettre en œuvre. Alors là-dessus, je pars de quelque chose qui est excessivement simple, et j'espère qu'il y a peut-être des choses qui vont vous faire un petit peu rigoler. Ces planifications stratégiques, moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de mettre en place particulièrement avec les étudiants athlètes et qui s'est révélé, alors ici on a vu des choses théoriques, mais au niveau de mon expérience de psychologue du sport, qui s'est révélé être assez efficace pendant les périodes de blocus. Alors, il y a certaines ressemblances entre les périodes de blocus universitaire et la période qu'on vit aujourd'hui pour permettre de s'organiser. La planification stratégique, on va commencer par des choses basiques, simples, qui vont nous aider à structurer la journée. Alors, basique et simple, on commence par simplement les heures de lever. Alors ici, j'ai mis l'heure de coucher à 11 h et l'heure de lever à 8 h. C'est un exemple fictif, ça doit évidemment être adapté à chacun et à chacune. Mais ça permet de voir, tiens, dans une journée classique, j'espère avoir 8, 9 heures ou 10 heures de sommeil. L'idée, c'est de structurer les journées à partir de ça. Ensuite, en partant des heures de coucher et de lever, on va structurer nos journées à partir des heures de repas, par exemple. Et ici, moi, j'ai mis petit déjeuner, lunch et souper à différentes heures. Alors, c'est maintenant que ça devient rigolo parce qu'on se dit, ben, en fait, ça nous laisse toute une série de temps afin de pouvoir travailler. Avant de commencer à travailler, il est en fait important de aussi planifier les moments de loisirs, les moments de détente, les moments sociaux. Et avec les étudiants athlètes, je commence souvent par ça, par simplement planifier, tiens, quels sont les moments pendant lesquels je vais vouloir prendre du bon temps, m'occuper avec mes amis ou simplement mettre mes loisirs. Et ici, moi, j'ai décidé que, par exemple, après le lunch, j'avais besoin d'un petit peu de repos, de faire une sieste. J'ai décidé que j'aimais bien appeler ma famille juste avant le souper, vers à peu près 6 h. Et j'ai décidé que le soir était destiné à mes loisirs, quels qu'ils soient. Donc ça, j'ai décidé de manière tout à fait personnelle. Ça peut être fait en discussion si on a besoin. Alors, une fois que c'est fait, on a une structure de base qui est ici sur une journée type et qui va évidemment fluctuer. Et ça va nous laisser 2 périodes pendant lesquelles on va pouvoir mettre en œuvre la phase d'accomplissement. Alors, vous dites, c'est assez rigolo, pourquoi est-ce que j'ai planifié les loisirs? Pour moi, c'est quelque chose que je considère comme très important parce que ça permet, pendant ces périodes de loisirs, à ne pas se taper sur la tête et se dire « je devrais faire autre chose ». Quand on fait des loisirs, quand on veut prendre du bon temps, quand on veut s'amuser, faire ce qu'on veut, il est important de pouvoir en profiter pleinement. Et donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai planifié les loisirs. Tout ça nous laisse 2 périodes, période numéro 1, période numéro 2,
que moi j'ai mis pour l'instant une période en matinée et une période dans l'après-midi. On va voir que c'est bien assez, on a déjà 6 heures ici, mais ça peut évidemment bouger en fonction. Une fois que ces périodes d'accomplissement sont mises en place, on se dit, ben, tiens, sur ma journée, j'ai effectué la planification stratégique, sur ma journée, j'ai toute une série de buts que j'aimerais accomplir. Alors moi, j'ai mis que j'avais un entraînement spécifique, d'accord? Et cet entraînement spécifique, il peut être évidemment discuté avec l'entraîneur ou le staff. J'ai l'envie de progresser en termes d'étirement, j'ai mis que ça demandait à peu près 45 minutes, et je devrais étudier ou faire des tâches administratives pendant à peu près 2 heures. C'est ce que je me suis fixé pour cette journée. Et ça, on est toujours dans la planification stratégique, on va le mettre dans notre calendrier. Et là, moi, j'ai décidé de faire 1 heure d'études, prendre 1 heure d'étirement un peu plus relax, refaire 1 heure d'études d'admin, et puis l'après-midi, de faire l'entraînement sportif après la sieste. Et on voit que j'ai 1 heure de libre encore qui peut servir à avoir un tout petit peu de flexibilité si nécessaire. On n'est pas obligé de remplir toutes les cases, évidemment. Formidable. On a sa planification, donc toute la préparation ici est faite, la phase numéro 1 est faite, et on va passer à la phase numéro 2, qui est la phase d'accomplissement. Alors la phase d'accomplissement, ça met en place, on agit sur les comportements autorégulés, d'accord? Ça fait appel aux fonctions exécutives, donc c'est généralement, moi je considère que c'est maximum 4 à 6 heures par jour. Il se peut tout à fait qu'en période de stress, en période de fatigue, en période de changement, on n'arrive pas à faire plus que 2 heures par jour, c'est déjà très bien. Donc il se peut tout à fait que maintenant, en période de confinement, avec des stress ou des changements importants, on doive se contenter quelque part de 2 heures. Généralement, quand tout va bien, je considère, avec les étudiants et les étudiants athlètes, si on arrive à faire 6 heures sur une journée, c'est une super belle journée. Pendant cette phase d'accomplissement, il y a quelques stratégies qui vont être importantes. On les connaît bien, mais la structuration de l'environnement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai envie d'étudier, il faut que je veille autant que possible à avoir un endroit calme, suffisamment éclairé, bien dégagé dans lequel je puisse le faire. La gestion du temps, c'est pareil. Je me suis fixé 1 heure pour étudier, un bloc d'1 heure, une pause d'étirement et puis un bloc d'1 heure. Et bien, on peut simplement mettre un réveil ou une petite alarme sur son téléphone pour veiller à ne pas faire trop peu ou en faire trop. Et puis des stratégies liées à la tâche, je sais que si je veux étudier, ça va être un petit peu ennuyeux. Je mets simplement, alors les petites stratégies classiques, mais je mets mon téléphone en silencieux, j'évite les notifications, ce qui va me permettre de m'investir pleinement dans la tâche. Et puis on a d'autres stratégies de contrôle de soi, parmi lesquelles la recherche d'aide. On voit qu'on peut chercher de l'aide, et puis on va voir les motivations, les croyances, les valeurs, on ne va pas revenir là-dessus. Le deuxième point qui est très important et sur lequel Marc Franco avait déjà un tout petit peu parlé la semaine dernière, c'est la partie monitoring. Il est important qu'on est en phase d'accomplissement, que ce soit de l'étude, mais que ce soit aussi du sport, d'essayer de monitorer ce qu'on est en train de faire. Alors ça va être important pour donner du feedback aux entraîneurs ici quand on est un petit peu éloigné, mais c'est aussi important pour soi-même pour évaluer les progrès ou les difficultés qu'on a. Donc, par exemple, si j'effectue ma séance d'étirement, je peux essayer de noter quel type d'étirement j'ai fait, quels sont les progrès que j'ai réalisés. Et si je regarde mon agenda des jours précédents, je vais me rendre compte que j'ai effectivement mis en place les choses et que j'ai effectivement progressé plus ou moins dans la tâche. Alors on peut, avec les athlètes de niveau, partager ça avec le staff, c'est toujours utile. Cette auto-observation, elle va aussi servir afin d'alimenter les feedbacks et la période de réflexion qu'on a par après. Et donc, une fois que la journée est passée, on a effectué sa petite journée, on a essayé d'à peu près étudier, on a essayé d'à peu près travailler, de faire des étirements, de l'entraînement. On a la phase éminemment importante et qu'on a souvent tendance à mettre de côté, qui est la phase de réflexion. Donc, on évalue. Est-ce que je suis content? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Quelles sont les adaptations nécessaires? Alors, je prends de nouveau cette petite partie d'études. Je m'étais dit, tiens, je vais faire de l'allemand, c'est formidable. Et je me suis mis en bas dans le salon. Et puis, je me rends compte qu'en fait, en bas dans le salon, il y a un loulou qui est là parce que je partage une maison ici en confinement. Ça a fait un peu de bruit et je n'ai pas travaillé aussi bien que je le voulais. Je n'avais pas de boule qui est ou je n'avais pas mon casque avec moi. Et donc, je me dis, demain, si je veux refaire une petite heure d'allemand, ce serait bien soit que j'aille me mettre dans la chambre de manière temporaire si c'est possible, soit que j'ai un casque et des choses qui me permettent de mieux m'adapter. Donc là, c'est vraiment, là, on se dit, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Par contre, je me rends compte qu'effectivement, l'entraînement aujourd'hui a très bien fonctionné. J'avais des consignes claires de mon entraîneur et j'ai pu réaliser ce que je voulais.
L'idée de cette phase de réflexion ici, c'est de se dire, en fait, ici c'est pour demain, quand je vais repréparer ce que je vais faire, alors je peux le faire le matin tôt en me levant ou le soir avant de me coucher, quand je vais repréparer, je vais utiliser ces informations-là afin de replanifier et de repréparer une journée et une phase d'accomplissement qui, on l'espère, va être un petit peu plus efficace. Donc, ce cycle d'autorégulation, il est quelque part assez simple. Hein. On prépare, on planifie, on met beaucoup de structures, on part de là. On a la période d'accomplissement qui est un petit peu ennuyeuse, mais qui est assez limitée dans le temps, et on se tient à ça. Et puis on voit ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et on essaye de réfléchir un petit peu là-dessus. Alors, c'est très bien à dire comme ça, et effectivement, ces comportements autorégulés, ça fonctionne avec des adultes, avec des gens très autonomes. Maintenant, il ne faut pas espérer qu'un jeune adolescent, ou voire parfois un jeune adulte, y arrive de lui-même sans support. Et ici, je parlerai particulièrement au staff, aux parents, aux entraîneurs, etc. On sait qu'on a deux facteurs qui sont essentiels et qui vont aider les athlètes, les personnes à mettre en place leur comportement autorégulé. C'est un, ce qu'on appelle le support à l'autonomie, et deux, la structure. Alors, je voulais juste partager une très jolie étude qui date déjà d'il y a quelques années. C'est une très jolie étude qui a été faite au niveau de professeurs. Alors, pour ceux qui sont intéressés en statistique, c'est une étude qui met en place des modèles multiniveaux hiérarchiques. Et cette étude, en fait, tout est dit dans le titre. C'est pas seulement l'autonomie ou le support à l'autonomie, c'est pas seulement la structure, mais ce sont les deux ensemble qui vont aider ici les étudiants à s'engager dans les activités. Donc, on a besoin de structure et d'autonomie afin de s'engager. Je trouvais que juste c'était rigolo de partager cette très jolie étude, très bien construite au niveau méthodologique de Yang, Reeve et Deci que vous devez connaître pour ceux qui connaissent la théorie de l'autodétermination. Alors, le support à l'autonomie, c'est quoi? Ça paraît très simple. Donner des informations, expliquer, proposer des choix et des exclusions, expliquer pourquoi on fait les choses. Donc, si on veut supporter l'autonomie de quelqu'un qui doit faire sa leçon d'allemand ou de biochimie, physio et nutrition, on essaie d'expliquer pourquoi c'est important et de proposer des choix. Par exemple, à un jeune adolescent, on peut lui dire, tu as le choix, tu peux le faire l'après-midi ou le matin, c'est à toi de voir comment tu veux le faire. Montrer de l'intérêt sur ce qu'on fait et puis créer des opportunités. Donc en tant que parent, on peut créer des plages horaires pendant lesquelles les adolescents vont pouvoir mettre en œuvre leurs activités autorégulées. Et puis il y a une partie qui est souvent de nouveau mise de côté mais qui est important, c'est reconnaître et accepter l'autre. Donc on va avoir des gens qui vont se plaindre, ah oui mais c'est ennuyeux d'étudier biochimie, etc. Chercher à comprendre, accepter les plaintes et accepter la perspective de l'autre. Simplement être à l'écoute de ce qui se passe. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le support à l'autonomie. C'est très bien comme ça, mais on va avoir besoin aussi de structure. Alors la structure, c'est quoi? C'est des informations claires et explicites. Donc ici, pour les entraîneurs, si par exemple vous préparez une session de renforcement musculaire pour vos athlètes, essayez de donner le plus d'informations explicites possible. Qui, quoi, où, comment, dans quelles conditions on le fait, à quelle heure, avec quel matériel, etc. Au plus vous allez proposer, offrir de l'information, au plus ça va être facile pour vos athlètes de s'engager dedans. Et de nouveau, de l'investissement et des feedbacks instructifs, c'est-à-dire que par après, on va demander comment ça s'est passé, on peut envoyer un petit message, essayer de partager les informations, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel était le matériel qui manquait, etc. La structure, c'est l'inverse du contrôle. Le contrôle, c'est on dit aux gens ce qu'ils doivent faire, tu fais ci, ça, comme ça, sans leur donner le choix. Ici, on donne des informations et puis on laisse les athlètes, ici particulièrement, de manière autonome se mettre en œuvre. Donc ici, c'est une étude parmi d'autres, mais on a vraiment de nombreuses recherches qui montrent que structure et autonomie, ça participe énormément à la mise en place des comportements autorégulés. Et on a là-dessus suffisamment de littérature pour être certain que ça fonctionne. Tout petit résumé de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, puis on passera aux questions-réponses. Donc l'idée, c'est, si on veut accomplir des objectifs, on va avoir besoin de nos fonctions exécutives de haut niveau. Planifier, raisonner, résoudre des problèmes, se réguler. Pour cela, on va mettre en place un cycle de comportement autorégulé avec 3 étapes. Une étape de planification et de préparation, une étape d'accomplissement et puis une étape de réflexion.
Et afin de mettre en place ces comportements autorégulés, structure et support à l'autonomie de l'environnement autant que possible. Tout ça ensemble, d'accord, ben ça va faire qu'on ne va pas seulement avoir des objectifs qu'on espère un jour accomplir, mais qu'en fait, petit à petit, on va réussir à accomplir ces objectifs les uns après les autres et arriver à un sentiment de satisfaction malgré les conditions, malgré le confinement, malgré les incertitudes, à être plus satisfait de soi-même et surtout à avancer sur vers quoi on veut aller. Voilà pour la petite présentation et je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Oui, merci beaucoup Olivier. Donc nous avons eu quelques questions. Donc nous étions une petite nonantaine à suivre, 88 exactement, à suivre ton webinaire. Donc je pense que c'est un beau succès. Alors, nous avons eu quelques questions qui étaient plutôt des questions techniques auxquelles j'ai répondu directement par écrit. Et donc nous avons finalement qu'une seule question, mais j'en aurai une aussi. Donc la question d'Isabelle est: doit-on conserver la même stratégie entre la semaine et le week-end? Non, pas forcément. En fait, ici, alors, en fait, c'est compliqué parce que oui et non. Sur, par exemple, le sommeil, et là, je vais plus parler d'expérience que de travaux de recherche, si on essaie d'être le plus consistant possible, en termes, par exemple, de stratégie de sommeil et de structure de base, ça va après aider la mise en place des fonctions exécutives, la mise en place de l'autorégulation pour y arriver. Donc, par exemple, dans certaines périodes, en période de blocus, moi je conseille, et on essaie de travailler avec des choses assez fixes à ces niveaux-là. Maintenant, on sait aussi que les athlètes, et j'ai travaillé récemment avec un athlète qui, certains jours, on a des séances simples, certains jours, on a des doubles séances, certains jours, on a des périodes de repos. La flexibilité est importante, et on a parfois, moi j'essaie d'avoir parfois avec les athlètes sur lesquels on travaille comme ça, 2 ou 3 schémas types ou journées types à partir desquels on peut travailler pour mettre en place les activités. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions qui pour l'instant sont arrivées, donc je vais en poser une, ce qui vous laissera éventuellement le temps encore de poser les vôtres. En fait, Olivier, il y a aussi un aspect de but. Donc beaucoup d'athlètes avaient des buts très très clairement définis dans leur saison. Entre autres, il y avait des grandes compétitions et en fait il y avait les Jeux Olympiques. Donc il est évident que ces buts se sont véritablement effondrés pour certains au moment où les décisions ont été prises. Et donc nous nous trouvons aussi dans une période de confinement dont on ne connaît pas finalement très très bien l'issue, ou en tout cas le terme de l'issue. Est-ce que ça va durer encore quelques semaines? Enfin, on a des perspectives, mais les perspectives ne sont pas très claires. À partir du moment où elles seront beaucoup plus claires, est-ce que, je dirais, la démarche doit rester la même, ou est-ce qu'elle doit être changée? Donc ma question, c'est la question du but. Est-ce que quand on sait quand on va sortir de confinement, quand on sait quand on va faire les prochaines compétitions, est-ce que finalement la stratégie que tu as évoquée peut être maintenue ou doit-elle évoluer? Alors, merci beaucoup pour cette question parce que c'est effectivement les questions qu'on est en train de se poser avec tous les athlètes pour l'instant, elles sont là, c'est-à-dire mais comment est-ce qu'on peut avancer sans avoir d'objectif? Ici, moi, ces stratégies d'autorégulation que j'ai présentées, elles ont l'avantage de pouvoir être mises à toutes les sauces. Moi, c'est quelque chose que j'utilise, j'ai dit énormément en blocus, en fait, avec les étudiants pour se mettre au travail. Maintenant, la différence qu'on va avoir, une fois qu'on va plus clair sur les objectifs à long terme, c'est qu'on va pouvoir travailler de manière, on sait que on va avoir les Jeux Olympiques qui sont décalés d'un an. On peut déjà travailler à partir de cette échéance-là pour mettre en place des objectifs macro qui vont remettre les séances d'entraînement ou les cycles méso, micro, etc. Qu'on peut déjà travailler. Et donc ici, on a, en fait, l'idée pour moi de présenter ça, c'était pas de dire on doit faire comme ceci ou comme cela, c'est de dire tiens, quand on veut mettre en place quelque chose qui demande des fonctions exécutives, qui demande de l'autorégulation, voilà un cycle d'autorégulation qui est une méthode omnibus qu'on peut utiliser presque à toutes les sauces. Alors d'expérience avec les athlètes, je sais qu'il y a des athlètes qui préfèrent avoir des choses très très structurées avec des journées, avec un planning comme je l'ai fait là. D'autres qui préfèrent avoir des choses un petit peu à plus de degré de liberté, avec un peu plus de variabilité dedans. Ça, c'est vraiment à adapter quelque part au goût de chacun. Et puis aussi en fonction des périodes. On a des périodes où les athlètes vont dans la routine, dans les habitudes, avec les entraînements, avec les cours à l'université où on n'en a pas forcément besoin. Et puis des périodes
Moi, je pense particulièrement aux périodes de blocus, qui sont des périodes parfois difficiles pour les étudiants athlètes parce qu'on perd un petit peu la structure, où on va restructurer de manière un peu plus active. Donc là, on peut faire des choix là-dessus. D'accord, merci. On a bien fait de poser la question parce qu'il y en a plein qui, enfin, il y en a un certain nombre qui sont arrivés. Donc, Ali nous pose la question de la récupération. Donc, quid de la récupération dans ces périodes? La récupération, ici, de nouveau, je vais parler plus d'expérience. Et je ne sais pas si on aura un webinaire sur le sommeil, mais c'est vrai que vraisemblablement, oui. Pardon, oui. Vraisemblablement. Okay, le sommeil et la récupération sont des facteurs très importants. Et par exemple, moi, je sais d'expérience avec les athlètes que si on a une charge physique importante, on va avoir tendance à diminuer quelque part la charge cognitive à ces moments-là, un petit peu. Donc si, particulièrement, enfin j'y pense parce que j'ai eu le cas ici, quand on a des athlètes qui sont en double séance ou en période de charge, on réduit un petit peu, on sait qu'on va ça va être un petit peu plus compliqué de se mettre au travail, qu'on va avoir besoin de récupérer. Et donc là, on adapte les périodes. Et dans les périodes, on va dire, un peu plus creuses, et moi j'ai eu le cas ici d'autres athlètes qui étaient en période, les entraînements, donc on a coupé les pics, on a diminué la charge pour l'instant des entraînements, à devoir s'occuper, on a remis un petit peu plus d'études simplement ou d'activités académiques. Et donc ça, c'est à adapter en fonction de la fatigue et à adapter au jour le jour. Et c'est là que le cycle, la partie réflexion, la partie feedback est importante. Je sais qu'à titre tout à fait personnel, si je fais une séance de résistance-force, le lendemain matin, je vais avoir du mal à m'y mettre. Et ça, je le sais d'expérience, pour moi-même. Alors, c'est vrai pour moi, ce n'est pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ces cycles de réflexion, on sait qu'un athlète, il va bien supporter tel type de charge d'entraînement, il va pouvoir travailler le lendemain. Un autre athlète, ça va moins bien fonctionner. Et donc, on adapte en permanence. Très bien, merci. Alors, Raphaël nous demande, pour aider les athlètes à la réflexion, donc la troisième étape dont tu as parlé, est-ce que vous avez un questionnaire ou des questions types? Non, je n'en ai pas. En fait, moi, ce que je demande aux athlètes, alors, la situation d'un psychologue du sport, elle est parfois un petit peu différente d'un coach ou d'un parent. C'est quand un psychologue, on ne juge pas les athlètes, donc on a souvent des discussions très terre-à-terre avec eux et très honnêtes. Moi, ce que je demande aux athlètes de faire, c'est simplement de prendre note, d'avoir un petit carnet avec eux ou leur téléphone dans lequel ils prennent note. Tiens, quand tu as fait cette activité, directement après noter ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour qu'après, le cas échéant, parfois on peut arriver avec des délais d'une semaine ou un peu plus avec les entraîneurs, le staff, etc., pour faire du feedback là-dessus, qu'on n'ait pas oublié, tiens, quelles sont les choses qui ont fonctionné. Donc, je n'ai pas de questions type. Souvent, les réflexions viennent d'elles-mêmes. Tiens, on a mis ça en place. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné? Et d'expérience, pour avoir mis déjà en place ce genre de stratégie d'autorégulation avec pas mal d'athlètes, on est plus dans vouloir en faire trop au début et petit à petit diminuer les charges que l'inverse. Donc, on a souvent ce stéréotype de dire que les adolescents font rien, etc. Moi, j'ai plutôt eu le cas d'athlètes ou d'étudiants athlètes qui veulent toujours en faire trop, et on en arrive à se dire, mais en fait, il faut plus de temps social, il faut plus de temps de repos, il faut plus de temps de loisirs, et il y a en fait à diminuer les couches de travail au fur et à mesure que l'inverse. Voilà, alors Serge nous demande comment tu conseilles de parler aux plus jeunes afin de les orienter dans le temps vers leur futur sportif. Parler, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, et je vais peut-être prendre un détour, c'est-à-dire que, de nouveau, si je reviens à ces stratégies ici, au plus on va travailler avec de jeunes athlètes, au plus la structure va être importante. Et donc, mais je ne sais pas du tout si je réponds, on pourra le dire en commentaire. Les adultes peuvent pas s'organiser eux-mêmes presque de A à Z tout le temps. Avec les plus jeunes, on va mettre énormément de structures, de sommeil, de lever, de souper, etc. Et puis leur laisser des plages dans lesquelles ils peuvent mettre en place leurs activités. Je ne sais pas si je réponds ici à la question. Voilà, oui, certainement. Alors, une question qui est anonyme et qui dit en fait la phase de réflexion on doit le faire le jour même pour améliorer le lendemain, point d'interrogation. Ou est-il plus intéressant de faire ça en fin de semaine, par exemple, pour avoir une vue plus globale de la semaine? Merci. Merci beaucoup pour cette question. En fait, ici, j'ai présenté l'exemple sur une journée.
et c'est un exemple très très restrictif sur une journée. Effectivement, d'habitude, on met en place ce genre de stratégie d'organisation plutôt sur un cycle de semaines. Alors ça peut être fait les deux. Moi, effectivement, souvent on le fait avec les athlètes avec lesquels je travaille, on le fait de semaine en semaine. Maintenant, je leur demande de noter chaque jour les choses qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Et si on le fait, alors moi, à titre tout à fait personnel, pour moi-même en ce moment, je le fais de jour en jour. C'est-à-dire là, je vais arriver en fin de journée, je vais me dire, tiens, aujourd'hui j'ai fait ci, ça, cela, ça a bien fonctionné, et demain je replanifie ma journée de manière autonome ici. Donc là, c'est un choix à faire, et de nouveau, ça peut varier en fonction des circonstances, quoi. D'accord. Je ne vais pas prendre tes questions dans l'ordre chronologique parce qu'il y en a une qui, je pense, est un peu liée à ce que tu viens de répondre. C'est Isabelle qui la pose et qui dit je leur fais remplir un tableau sur les points forts et les points faibles de leur entraînement pour analyser leur état. Ce n'est pas vraiment une question, mais j'imagine qu'elle souhaite ton appréciation sur cette méthode. Oui. Alors, à partir du moment où on utilise cette information afin de faire progresser, d'adapter les entraînements, je pense qu'on est toujours dans le bon. Alors l'idée, c'est autant que possible, quand on prend ce genre d'informations et qu'on essaye d'apprécier les plus et les moins chez quelqu'un, de rentrer dans une démarche de non-jugement. C'est-à-dire si quelqu'un dit ça n'a pas fonctionné, essayer de ne pas juger la personne, mais plutôt essayer de comprendre quelles sont les choses qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut adapter pour y arriver. Ça va être très important. Voilà, alors il y a Pierre qui nous pose une question qui est assez originelle, où en fait il sort de la période de confinement que nous connaissons et fait, disons, référence à une autre période qu'on peut qualifier aussi d'un certain confinement, qui est la période de blocus. Et donc il dit, mes joueurs en période de blocus me disent souvent, je ne viens pas à l'entraînement, je dois étudier. Avec le plan, puis-je le mettre en place, donc avec ce que tu as expliqué, est-ce qu'on peut mettre ça en place durant les périodes de blocus? Alors, ça dépend. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne fais jamais autant de sport que pendant les périodes de blocus. Mais c'est parce que moi, j'ai une préférence personnelle de travailler de manière régulière, un petit peu chaque jour. Je travaille en fait pas beaucoup chaque jour, ce qui me permet de presque chaque jour m'entraîner et faire d'autres choses. Donc, il y a des athlètes qui arrivent à travailler suffisamment tôt dans le quadrimestre et pour lesquels effectivement c'est possible. Je connais aussi d'autres athlètes qui préfèrent se mettre un gros rush sur les 2 semaines de blocus et pendant lesquelles on va organiser les périodes de blocus quasiment autour de l'étude uniquement. Alors c'est un peu plus agressif, c'est un peu plus difficile. Potentiellement en termes de fonction exécutive et d'attention, c'est plus compliqué. De nouveau ici, en tant que psychologue quand je travaille avec les athlètes, mon but c'est de les aider à faire le mieux possible ce qu'ils désirent faire. Donc théoriquement c'est possible, maintenant c'est de nouveau adapté au cas par cas. Voilà, alors nous avons une dernière question qui nous vient de Will, que je vais lire. Nécessité de concilier structuration avec de la flexibilité, de l'adaptabilité. Ne doit-on pas ou comment envisager la structuration de l'adaptabilité, qui doit être une énorme qualité, compétence des athlètes de haut niveau? Ce n'est pas de l'allemand, c'est du français. Oui. Oui, alors la structure, elle est essentielle. Et on va passer à 2 niveaux. L'idée, c'est qu'au sein de la structure qui est proposée, les athlètes ou les personnes aient de l'autonomie afin de pouvoir réaliser ce qu'ils veulent. Donc la structure, elle permet l'autonomie, mais on voit aussi qu'effectivement, on a besoin d'adaptabilité, de fluidité, de changement. Et c'est là que la période de réflexion va être importante, parce qu'à échéance X, chaque jour, chaque semaine, après chaque événement, on va revenir dessus et se dire est-ce que c'est encore adapté? Et donc la structure, elle est amenée à changer en permanence, et ceux qui travaillent avec des athlètes de haut niveau le savent très bien. Être dans le monde du haut niveau, c'est s'adapter au changement tout le temps, essayer d'avoir un coup d'avance en permanence. Et donc ici, c'est là que la partie réflexion, la partie feedback est essentielle, parce que c'est ce qui va nous permettre de modifier cette structure petit à petit pour arriver vers ce vers quoi on aspire. Voilà, eh bien Olivier, il me reste à te remercier, à remercier également toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont posé des questions. Donc j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Donc nous allons poster
ce webinaire sur le compte YouTube du CAPS. Donc les personnes qui voudraient revoir certaines séquences ou celles qui n'auront pas eu l'occasion de nous entendre et pourront revoir ça. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, jeudi, même heure, 18 h pour un autre webinaire. Donc je ne peux pas encore tout à fait vous donner le thème et donc l'orateur parce que c'est encore en voie de discussion, mais nous le publierons très prochainement sur le compte Facebook du CAPS. Et si vous faites partie de notre liste de diffusion, eh bien, vous recevrez l'information. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous et à vous remercier pour votre attention et à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Bye bye.